cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Makosso, Premier ministre du Congo, a menti au sujet des terres. Kiki, ministre des Relations internationales, a menti au sujet des terres. Sassou Nguesso a bien vendu les terres du Congo. On en connaît même le prix. C'est 510 milliards. Et au-delà de la vente, il y a tout l'engagement, toute l'ouverture du Congo aux Rwandais. Et cela a fait l'objet d'un traité. Bonjour chers téléspectateurs de R7, vous êtes en train de suivre l'émission hebdomadaire Le Grand Procès. L'émission que nous abordons aujourd'hui est plus que spectaculaire et je dirais même c'est une émission très politique, mais toujours sur le fondement du droit. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, a menti au sujet des terres. De ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Makosso, Premier ministre du Congo, a menti au sujet des terres. Kiki, ministre des Relations internationales, a menti au sujet des terres. Sassou Nguesso a bien vendu les terres du Congo. On en connaît même le prix. C'est 510 milliards. Et au-delà de la vente, il y a tout l'engagement, toute l'ouverture du Congo aux Rwandais. Et cela a fait l'objet d'un traité. Les raisons, on ne les connaît pas, Sassou les connaît, mais les moyens de définition ou les preuves, les éléments qu'il faut avancer, on les connaît. Première chose, si on n'est pas acheteur d'un terrain, pourquoi va-t-on demander un titre foncier? C'est de savoir ce que c'est qu'un titre foncier. Monsieur Kambia, nous avons souvent entendu parler de la procédure d'établissement du titre foncier en vue de la sécurisation des terrains. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier
et quelle est son importance? Merci beaucoup, madame. Le titre foncier, comme tout le monde le sait, ça concerne le foncier et ça concerne un terrain. Alors, en définition simple, le titre foncier est un droit de propriété définitif et inattaquable, portant sur un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. Okay. En quelque sorte, lorsque vous avez un titre foncier, vous devenez définitivement propriétaire du terrain qui a été immatriculé. D'accord. Alors, vous pouvez répéter cette définition pour nous? Vous avez dit que le titre foncier... Le titre foncier, c'est un droit de propriété définitif et inattaquable, qui porte sur un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. C'est-à-dire, ça porte sur un terrain. Oui. Qu'il ait un bâtiment là-dessus ou non, vous devenez propriétaire définitivement lorsque vous disposez de ce document. D'accord. On demande un titre foncier dans la mesure où il y a une vente qui est faite et vous avez acheté un terrain et le minimum, c'est d'avoir le titre, le fameux titre foncier. Actuellement, les Rwandais demandent le titre foncier et il se trouve que ce titre n'a pas été donné. Et c'est pour cela qu'il y a une menace qui pèse sur le Congo. Moi, je dirais aux Rwandais, une menace qui doit peser sur Sassou Nguesso. Et un autre élément qui permet d'arriver à cette fin, c'est que on ne comprend pas autrement pourquoi est-ce que il y a une divergence politique, disons, divergence de défense qui ne se comprend pas. Thierry parle de beaux amphithéotiques, rappelez-vous, je l'avais déjà signalé qu'il n'en était pas question. Makosso parle de la mise à disposition. Kiki se défend d'avoir vendu les terres congolaises. Il n'en est pas à ses débuts et peut-être qu'il n'en est même pas à sa fin. Et c'est pour cela que toutes ces personnes sont des personnes qui sont dangereuses pour le Congo. Qu'est-ce qu'il y a en fait qu'il faudrait arriver à craindre? C'est que tout cela procède toujours d'un sentiment de naïveté du peuple congolais. On parle de l'idée que les Congolais, de toutes les façons, ne vont pas réagir. Et comme les Congolais ne vont pas réagir, alors on peut se permettre de faire toutes sortes de transactions, toutes sortes de manœuvres, et toujours au détriment du Congo. Dans l'état actuel, tout ce que Kiki avait annoncé à Kigali dans son discours, rappelez-vous, son discours d'étape, dans son discours d'étape, tout ce qu'il avait avancé, et en fait, n'en est rien. Il faudrait comprendre quand il dit a été mise à disposition, il y a eu telle chose, ça signifie qu'on a rendu. Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. On a vendu et il reste encore des terres à vendre. Donc c'est pour cela que, chers Congolais, mesdames, messieurs, il est très important que vous arriviez à comprendre que votre pays est vraiment en danger. Ce dossier, nous l'avons mis en exergue. Ce dossier est devenu un dossier national. C'est même devenu, et ça doit devenir une cause congolaise. Mais la réalité, c'est que peut-être à la mort de Sassou, ou au fur et à mesure que nous allons nous intéresser sérieusement à la politique congolaise, même si l'émission n'est pas seulement destinée au Congo, nous allons voir, nous allons découvrir des zones de danger très, très importantes. Et c'est pour cela que je peux dire que le Congo est vraiment en danger. Il est en danger parce que la politique qui est menée n'est pas de la vraie politique.
Je pense que pour ceux qui sont de mon âge, souvent les parents disaient politique c'est-à-dire que ça signifie que tu es un menteur. C'est-à-dire que la politique est devenue l'espace où le mensonge est roi. Mais en réalité, la politique est autre chose. Et en fait, tous ceux qui gouvernent le Congo, tous ceux qui ont occupé des fonctions, surtout, il faut surtout pas dire la vérité. Or, en vérité, je dirais, faire la politique, c'est apporter la vérité dans la vie d'un pays, dans la vie d'un peuple. Et c'est parce qu'on apporte la vérité que l'on peut donner la paix à la vie d'un peuple. Et c'est parce que la paix existe qu'un peuple se sent confiant, il se sent grand et fort. Et le Congo, si vous regardez bien, a des individus qui ne sont ni grands ni forts. Ce sont des individus qui ont peur, qui sont terrifiés, qui n'osent même pas parler. Et quand j'aborde les problèmes comme cela frontalement, et c'est là que de plus en plus on m'envoie des informations que toute mon équipe vérifie, et qui montrent que la vérité que j'apporte leur donne de la force. Et c'est cette force qui est nécessaire pour la vie d'un peuple. Un peuple a besoin de la vérité. Un peuple a besoin d'être nourri par la vérité. Or, là, les hauts dirigeants de ce pays, ceux que j'ai cités, Makosso, ceux que j'ai cités, Thierry Lézin Mungala, Sassou Nguesso, Kiki, tout ce monde fait de la politique du mensonge. Ce sont des gens menteurs. Ils sont menteurs et comme ils sont menteurs, ils ne peuvent conduire le pays que dans le mensonge. Ils sont menteurs et comme ils sont menteurs, ils ne peuvent avoir qu'une politique du vol. C'est ce qu'on appelait beaucoup, il fut un temps, dans la géopolitique africaine, la politique du ventre. C'est la politique du ventre, mais maintenant c'est devenu plus que la politique du ventre, c'est la politique des biens mal acquis. Des biens mal acquis. Ils s'intéressent uniquement à acquérir des appartements en Europe. Ils s'intéressent uniquement à participer dans les sociétés européennes. Nous avons appris, et nous le savons maintenant, de sources sûres, que, rappelez-vous, la fameuse société qui s'occupait des affaires congolaises, la fameuse société rwandaise, Kiki est associé à cette société. Donc, nous sommes dans un espace où il n'y a pas de vérité. Nous sommes dans un espace où on ne peut pas prévoir même un avenir pour le Congo. Nous sommes dans un espace où la fonction politique est totalement salie. Et je peux vous dire que les conséquences, si on ne travaille pas autrement, si on ne travaille pas avec force, avec volonté, les conséquences seront nombreuses. Et non seulement nombreuses pour cette génération, mais nombreuses pour les générations qui viennent. Parce que si on faisait de la vraie politique, eh bien, on résout les problèmes. Si on résout les problèmes, ça signifie que le pays peut se redresser. Et si nous voulions faire ce qu'on appelle, ce que l'hébreu appelle la modification, si on fait la modification, on peut dire que depuis que le plan français existe, il y a eu des solutions qui ont été données. Je vous avais parlé du PSP de Ngagalingolo, l'homme qui était là-bas et maintenant qui était destiné à la mort, dont on avait déjà mis le bandeau sur la tête. Cet homme est maintenant hors de la prison, hors de la mort. Donc vous voyez que ce que nous faisons a un rôle très important. Et nous apprenons aussi que les étudiants, beaucoup d'étudiants, commencent à comprendre différemment le concept de loi et comment l'utiliser.
Donc, dans cette affaire qui est une affaire au fond, mesdames, messieurs, une affaire qui est très importante, et que le Congo a bel et bien été vendu. Le Congo a valu 510 milliards de francs CFA. Et on demande maintenant, le Rwanda demande que cela soit remboursé si on ne leur donne pas des titres de propriété. Or, si on leur donne des titres de propriété, ils vont exactement, on va retrouver sur le scénario, scénario qui a été développé en face, en RDC, scénario qui aboutit maintenant à la guerre. Parce que ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur déclare les propriétaires de ces terres. Ce que le Congo entend, ce que les Congolais entendent, c'est on leur dit seulement, nous n'avons pas vendu. Et nous n'avons pas vendu. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, on a loué pour 99 ans. On a fait telle chose, on a mis à disposition. Tout cela, c'est du pipi de chat. Tout cela est faux. Il y a eu des ventes. Et nous voulons demander que les Congolais en prennent conscience. Qu'une fois que les titres de propriété sont donnés, ces titres de propriété donnent totalement le droit aux Rwandais d'avoir une partie du Congo, une partie de votre pays, une partie de notre pays. Donc, vous comprenez les enjeux qu'il y a derrière. Parce que si ces enjeux, vous ne les saisissez pas, vous n'allez pas mettre debout. Et j'apprends que ceux qui veulent se défiler, ceux qui veulent manifester leur mécontentement, subissent souvent des situations d'arrestation, ainsi de suite. Et cela ne doit pas être. Parce que, rappelez-vous, parmi les droits que j'avais exposés au début, dans le début des émissions, nous avons dit que la résistance faisait partie des droits auxquels tout peuple a droit. Bonsoir. Pour terminer cette série, j'ai envie de vous présenter un livre qui m'est cher. Je le ferai de temps en temps, vous présenter un livre qui nous a influencés et qui souvent nous aide à construire nos démarches. Le titre du livre, c'est « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, seul et sans armes ». C'est écrit par Popović, le leader à l'époque du mouvement Otpor. C'est le mouvement qui a fait tomber Slobodan Milošević. Première chose qui m'a marqué, c'est la notion de communauté. Comme ce jeune mouvement Otpor n'avait pas un sou, ils ont commencé par créer un logo, une marque de reconnaissance évidente, c'était un point noir fermé, qu'ils ont tagué partout dans la ville et dans les bars, si bien que les gens ont commencé à se dire qu'il se passait quelque chose, sans même savoir quoi. Mais ils ont posé l'énergie initiale. Ensuite, ils ont travaillé sur le point critique, selon Popović. Il explique que dans tout régime autoritaire, c'est la division qui permet de maintenir le régime en place. Parce qu'on ne sait jamais si son voisin de palier ou son voisin de bureau est un délateur. Et du coup, on ne se confie pas. On ne se confie pas sur ses frustrations, on ne se confie évidemment surtout pas sur ses velléités de révolte. De fait, il n'y a jamais de mouvements qui peuvent s'organiser. La première chose à faire, c'est donc de casser ça. Et le parti pris d'Otpor, c'est le rire, c'est l'humour. Si les gens rigolent ensemble, et notamment à propos de moqueries sur le régime, alors le pari sera gagné. Donc ils se mettent à taguer la tête de Milošević sur un tonneau, par exemple, et ils proposent aux passants de mettre une pièce et de pouvoir mettre un coup de pied sur le tonneau. Les gens font la queue, et eux se mettent un petit peu plus loin sur un bar pour observer ça. Mais n'en a que, les langues se délient, et les gens se regardent et se reconnaissent. Et même si la police arrive, ce qui s'est passé, qui a arrêté? Où est le délit? Une autre fois, il lâche des dindes sur la place de la République avec une fleur blanche dans les cheveux. À l'époque, la fleur blanche, c'est le symbole traditionnel de la femme de Milošević, qui en porte une tous les jours. Les policiers se mettent à courir après les dindes, et tout le monde s'amuse à prendre des photos de cette scène complètement ridicule. Et les gens se regardent encore une fois, ils se voient rire ensemble, et ils se disent que peut-être ils peuvent se confier. C'est là, selon Popović, tout le début de la fin pour le régime du dictateur. Alors si je prends cette dernière partie, comment nous on l'utilise par exemple? Eh bien, on se pose toujours la question de quel est notre trésor? Dans une transfo, dans un plan stratégique, quel est notre trésor commun? Quel est le bien commun qui fera que les gens se regardent et se reconnaissent? Qu'ils reconnaissent, qu'ils partagent une intention commune. Donc il est important de savoir que ce qu'on vous refuse est en réalité ce qui est reconnu dans les relations internationales, qui est reconnu
dans ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et donc, il y a une nécessité de comprendre pour avoir la force de pouvoir résister. Parce que souvent, en face, celui qui fait de la politique mensongère, la politique du vol, devient plus que menaçant et parfois il devient brutal. Parce que quand un pouvoir n'a plus de raison d'exister, quand un pouvoir devient inutile, quand un pouvoir n'a plus la force et même les moyens de tromper un peuple, alors il en arrive à la brutalité. Et il faudrait qu'il soit connu de nous, nous tous. Ce que Gandhi qui a fait, je crois que c'est un des résistants, des grands résistants politiques en face des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs comme Sassou, des pouvoirs à l'époque de l'Angleterre, qui avaient tous les moyens et toutes les possibilités, mais qui a résisté jusqu'à ce que l'Inde accède à l'indépendance. Ce grand résistant devant l'Éternel avait dit, quand vous voyez que le pouvoir que vous êtes en train de combattre devient brutal et ne se retient plus et ne trompe plus, c'est le début de la victoire. Ça signifie que ce pouvoir devient faible. Et c'est donc un indicateur qu'il faudrait que vous gardiez, que tous ceux qui, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, résistent quand ils sentent, s'ils sentent que le pouvoir. Ah d'accord. Donc, ce grand résistant devant l'Éternel, qu'est Gandhi, l'avocat Maître Gandhi, avait dit, et c'est un enseignement qui est très important, avait dit qu'il y a une étape dans le combat, et dans le combat, et cette étape qui est ultime, c'est lorsque l'adversaire, non pas trouve des moyens, et que l'adversaire cherche des moyens pour échapper, mais l'adversaire devient brutal. Et quand l'adversaire devient brutal, cela signifie que nous sommes exactement en phase de réussite. Parce que le pouvoir jongle toujours. Le pouvoir, il va, comme il connaît le mensonge, il va corrompre. Et comme il va chercher à corrompre absolument, le fait de chercher à corrompre fait que là, la corruption ne fonctionne plus. Là, on n'a plus affaire à du menu fétin politique, mais on arrive à la brutalité. Et quand cette brutalité est là, il ne faudrait pas en avoir peur, mais simplement mesurer que nous arrivons à la phase finale, la phase de la victoire. Martin Luther King, qui avait résisté contre le grand et puissant système de répression américain, avait subi aussi les mêmes choses, il avait suivi les mêmes leçons. Il a fait la prison, il a vécu des situations personnelles, aussi des situations en tant que groupe, en tant que communauté en combat, des situations qui sont inadmissibles et même impensables. Et il y a eu des moments importants, et ces moments ont eu le fameux discours I Have a Dream, qui a magnifié ce combat. Et ce combat, finalement, celui qui était à la tête est obligé d'intervenir, peut-être cet État. Et donc, vous aussi, j'ai envie de vous dire que si d'une manière ou d'une autre, le pouvoir se sent attaqué, surtout que maintenant nous attaquons ce pouvoir par des vérités, ne soyez pas étonnés que ce pouvoir devienne violent. Ne soyez pas étonnés. Ce pouvoir n'est pas votre ami. Ce pouvoir n'est pas celui qui est là pour vous faire du bien. Il est là pour vous faire du mal. Et comme il est là pour faire du mal, la conséquence, c'est qu'évidemment, il ne va pas hésiter à être violent. Et donc, c'est important cela à le savoir. Savoir que si on commence à vous empêcher de défiler, c'est que vous touchez un tout petit peu à ce pouvoir. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et en allant plus loin, vous allez découvrir comment je veux dire ça,
l'impensé, l'impensé politique. Et vous allez découvrir le fait que ce sont des hommes qui n'ont qu'un destin. Ils ne sont pas chez eux, même s'ils ont la nationalité. Leur conscience n'est pas une conscience nationale, ils n'ont pas le souci du pays, mais ils sont serviteurs de leur maître. Et leur maître, c'est le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est le père du mensonge. Qu'est-ce que nous vivons au Congo? C'est le mensonge, véritablement. C'est le mensonge politique. Je n'ai pas vendu, or j'ai vendu. De ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Je ne fais pas du mal, or je fais le mal. Et le mal que les Congolais vivent, la faim que les Congolais vivent, n'est pas une conséquence ricochée. Ce n'est pas parce que on n'a pas voulu faire cela et finalement c'est ça qui est arrivé. Non, c'est voulu, c'est planifié. C'est planifié. Tout récemment, on a voulu même remettre en route la fameuse haine contre les laris, en disant les laris parlent trop laris, les laris sont ceci, parce que c'est une manière de réintroduire la haine contre les laris et les poules, alors que nous avons maintenant un problème qui s'est généralisé. Avant, on disait, oh, ça c'est l'affaire des Bakongo, des Congo, mais ce n'est plus l'affaire du Congo. Ça soit devenu un nuisible pour tout le Congo. Tout le Congo est en danger. Tout le Congo est en danger. Et c'est parce que tout le Congo est en danger qu'il faut résister à ces petites manœuvres. Ce sont des manœuvres de petits démons. Il faut maintenant revenir à la réalité, à la vérité. Qu'est-ce que devait être la politique? La politique est, pour moi, ce que je suis chrétien, et c'est pour cela que je dis cela, ce que Genèse 15 a énoncé. Et Genèse 15 dit qu'il y a, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Nous avons été placés dans le Congo pour cultiver le Congo, pour rendre prospère le Congo, pour que les Congolais ne manquent pas. Et nous avons été placés dans le Congo pour cultiver le Congo et pour le garder. Or, chères sœurs, chers frères, le Congo dans lequel nous avons été placés est en train de disparaître. Et je vous ai dit qu'en droit international public, la Convention de Montevideo établit la superficie du pays comme un des éléments, un des paramètres de définition d'un État. Or, non seulement on a tout fait pour que la population fait partie aussi de ces éléments de définition, des éléments de caractérisation. Le Congo a perdu beaucoup de sa population et c'est là qu'on a engagé la politique de remplacement. Beaucoup de Congolais ont pris la nationalité, mais uniquement de nationalité. Ils ne sont pas Congolais. Ils sont là pour le vote, mais ils sont là également pour remplacer les Congolais. Donc la population, le caractère qui devait être majeur, celui de la population,
la population n'est plus la population congolaise. L'autre caractère, qui est le caractère fondamental, celui du territoire. Mais le territoire n'est plus celui-là. À l'instant même, si sous la pression, Sassou établit des titres de propriété, des titres au profit des Rwandais, il faudrait que vous sachiez que le paramètre second, celui du territoire, ne va plus exister. Vous, en tant que Congolais, pouvez dire ce que vous voulez, soit du nord comme du sud, mais vous n'aurez plus le pays, vous n'aurez plus le territoire. Et le troisième élément, qui est un élément toujours de Montevideo, c'est un gouvernement actif, mais qui travaille pour l'intérêt du pays. Dites-moi, en vendant des terres, en montant la population, vous croyez que ce gouvernement travaille pour le Congo? Non. Dans le monde entier, s'il y a une chose qui est connue, ils savent bien que tous les gouvernements de Sassou n'ont pas travaillé pour le Congo. Ceux qui ont été les anciens ministres de Sassou le savent eux-mêmes. Ils savent bien quels sont les moyens qui leur ont été donnés pour détruire le Congo. Donc, on a un État qui devient un État fiction. Nous avons un État qui ne fonctionne plus. Nous avons un État qui ne repose plus sur une population réelle. Nous avons un État qui ne repose plus sur un territoire effectif. Donc, nous avons un État, non seulement qui est un État échoué, comme je l'avais dit, mais nous avons un État qui en réalité est un non-État. L'État du Congo n'existe plus. Et c'est à nous de pouvoir prendre conscience de ces éléments-là, que ce pouvoir, non seulement qui a pratiqué ce que j'appelle le génocide des Lari, a pratiqué le génocide, s'il est économique, s'il est, comment je dis ça, lié aux enfants ou à la déportation, mais il est également un pays qui a une politique de non-politique. Et donc, comme c'est un pays qui a une politique non politique, il ne vous appartient qu'à vous de pouvoir dire nous voulons notre Congo. Le Congo avant Sassou. Nous l'exigeons, nous. Nous voulons que tous les contrats qui ont été signés, qui sont contre le Congo, soient abolis. Nous en avons le listing, j'en ai reçu le listing. Et nous voulons que le vrai Congo, comme on dit Congo à Bangkoko, que ce vrai pays revienne. Et ce n'est pas avec Sassou qui a tout vendu. Si on a dit Goulou a tout volé, j'ai envie de dire Sassou non seulement a tout volé, mais je dirais Sassou a tout vendu. Mais quand on vend, on ne peut pas dire, comme on disait les Youlou, nous bâtirons de nouveau, puisque ceux qui vont acheter vont vous mettre dehors. Et si vous êtes mis dehors, vous n'avez plus un espace où rebâtir. Le Congo, notre Congo, est en danger de mort. Réveillez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis, de vous être interrogés, de nous envoyer les questions comme vous le faites d'habitude. C'était le grand procès. Et moi, c'est Dominique Kungu.